Bonsoir, merci beaucoup pour cet accueil, merci pour cette invitation. Merci d'être venus aussi nombreux aussi. Donc avant vraiment de commencer, j'ai une question à vous poser. Qui parmi vous dans cette salle a un parent ou grand-parent, ouvrier ou paysan? Oui, c'est à peu près tout le monde. Qui dans cette salle est ouvrier ou paysan? Voilà. Producteur, toute surface. Artisan, ça compte aussi. Voilà. Vous avez sous les yeux le tableau de ce qu'ils ont fait à la France. En 50 ans, ils l'ont vidé de ses moyens de produire la richesse et tenté de faire disparaître ses producteurs. Alors moi, comme vous, j'ai 2 grands-parents producteurs. Comme je viens de Lorraine, moi c'était plutôt dans l'industrie. Donc il y avait un mineur qui travaillait dans les mines de fer du nord de la Lorraine, hein, le fer grâce auquel la Tour Eiffel a été construite. Il n'a pas été extrait par mon grand-père, hein, évidemment. Sinon ça voudrait dire que j'ai quelques dizaines d'années de plus que ce que j'ai, mais voilà. Et mon autre grand-père était soudeur à l'arc pour Pechiney. Alors Pechiney, peut-être que certains connaissent, c'est un ancien grand groupe industriel français qui était numéro 1 mondial de l'aluminium. Il a été au cœur d'un scandale politico-judiciaire l'année de ma naissance en 1988. C'était une affaire de délit d'initié qui impliquait des membres du gouvernement, des hommes d'affaires, dans le cadre du rachat par Pechiney, qui était alors une entreprise nationale, de l'américain Triangle. Ce groupe, Pechiney, a été absorbé au début des années 2000 par un grand groupe canadien, lui-même racheté à la fin des années 2000 par une multinationale anglo-australienne nommée Rio Tinto, dont le capital a été cédé à 50% à un fonds d'investissement américain en 2011. Vous voyez où je veux en venir. C'est exactement comme ça que tous les ouvriers français ont vu leur usine noyée sous le raz-de-marée de la mondialisation. Dans le tourbillon de l'ouverture des frontières à la libre circulation, l'industrie française est passée de numéro 1 mondial dans bien des domaines à pas assez compétitive pour les fonds d'investissement et autres propriétaires véritables des usines. En bref, l'ouvrier français n'a pas fait le poids. Et il continue de ne pas faire le poids, puisque depuis quelques semaines se succèdent des vagues de fermeture d'usines. Il y a 2 sites Michelin là, qui viennent de fermer, à Cholet et à Vannes, 2 sites ArcelorMittal, qui, pareil, est une entreprise chère à mon cœur, puisque ArcelorMittal, en Lorraine, était présente et embauchait beaucoup de gens. Bon, là, les 2 sites qui ferment, c'est plutôt à Reims et Denain. Il y a l'usine Mavic dans l'Ain aussi, qui ferme puisqu'il délocalise en Roumanie. 2 sites Valeo dans la Sarthe et dans les Yvelines, parmi de nombreux autres. Et comme l'ouvrier français n'a pas fait le poids, eh bien, l'agriculteur français, lui non plus, ne fait pas le poids. C'est ce que les agriculteurs, que ce soit chez moi en Limousin ou partout où ils restent, à ne pas compter leurs heures pour pas même un SMIC, dénoncent en ce moment même où je vous parle. C'est ce qui les pousse à aller déverser du fumier devant les préfectures ou à retourner les panneaux à l'entrée des villages. C'est le marché libre, global, qui les laisse seuls face à l'hydre de la concurrence internationale, dont le Mercosur n'est malheureusement qu'une seule des têtes. Et comme l'ouvrier français n'a pas fait le poids face aux esclaves chinois, eh bien l'agriculteur français ne fait pas le poids face aux ouvriers agricoles ukrainiens payés 50 € la semaine par les fonds d'investissement, les financiers et les BlackRock qui y possèdent la terre. En bref, la France ne fait pas le poids. Et la France, la crise y est devenue un état permanent. Le chômage structurel a atteint les 10% et l'inflation prive les Français de biens de plus en plus essentiels. Mais bon, comme ces biens essentiels se mettent de toute façon à manquer de plus en plus souvent parce qu'on ne les produit plus, on va se dire que c'est pas grave. Et personne, à l'heure actuelle, et c'est ça le drame, ne comprend exactement ce qui se passe, ni comment on a pu en arriver là. Personne ne comprend comment on a pu en arriver à une situation où
en plus de l'inflation galopante, de la hausse des taxes et des prélèvements obligatoires, on a dans le même temps, comme en cascade, une diminution de l'accès aux services que tous ces prélèvements obligatoires, tous ces impôts, toutes ces taxes devraient servir à payer, que ce soit des soins de santé à la police, supposée assurer la sécurité des personnes, en passant par l'éducation. Tout le monde se demande où peut bien passer l'argent, parce que c'est comme si l'État français était devenu une espèce de machine à prendre et à faire disparaître le pognon des gens qui bossent sans qu'ils aient droit à rien. Et certes, il y en a une partie dans la perruque à Brigitte, il y en a une partie dans les rideaux de l'Élysée, mais ça n'explique pas tout. Le problème, c'est que, au-delà du fait de savoir où il passe, cet argent, le problème, c'est que plus personne ne se demande d'où il provient. C'est la grande question à laquelle nous allons tenter de répondre ce soir. Difficile de croire qu'il y a encore 50 ans, on pouvait se promener dans les rues sans trop craindre un coup de couteau ou voir une balle perdue en se retrouvant au mauvais endroit dans une guerre entre gangs. Difficile de croire qu'il y a 50 ans, nos anciens allaient bosser en se disant que quoi qu'il arrive, ils retrouveraient du travail. Et là, je vais vous redonner l'exemple de mon grand-père, celui qui était soudeur à l'arc, qui allait organiser des grèves pour les usines où il ne travaillait pas, en se disant que de toute façon, s'il était viré, il retrouvait du travail le lendemain. Voilà, on dirait un autre monde. Difficile aussi de croire que qu'il y a 50 ans, si le pire arrivait, on était pris en charge à quasi-totalité par la sécurité sociale, payée par les cotisations de tous. En bref, difficile de croire qu'il y a 50 ans, nous n'avions pas en permanence cet affreux sentiment que tout est en train de s'effondrer, sauf bien sûr les taxes, les prix et la mortalité infantile, signal quand même d'effondrement civilisationnel et économique. Bref, difficile d'imaginer qu'on n'avait pas pour horizon qu'une tiers-mondisation toujours plus avancée de notre pays dans tous les sens du terme. Et dans ce contexte d'aggravation permanente de tout, eh bien, on attend simplement des Français qu'ils s'habituent à l'intolérable, comme si c'était normal, à l'insécurité physique, à l'insécurité financière et matérielle, à l'insécurité quant à l'avenir et à l'insécurité quant à leur identité. C'est ce qui est exigé depuis des années de nos compatriotes ultramarins, qui sont traités comme des citoyens de seconde zone dans cette véritable périphérie de la France périphérique, où, à bien des endroits, l'eau, qui est le bien le plus essentiel à la vie, n'est même plus consommable, et où les coupures d'énergie et les pénuries sont monnaie courante, ou encore où la pression migratoire, je pense à Mayotte, compromet la sécurité et l'intégrité physique des habitants. Voyez ce qui se passe dans les Outre-mer. On demande aux Français d'accepter sans broncher la mise à mal de leur possibilité même de survie. Et c'est aussi ce qui est demandé aux habitants de la France périphérique, celle des campagnes et des petites villes, dans une version un peu moins extrême, en tout cas pour le moment. Alors jusqu'ici, j'ai fait un certain nombre de conférences. Je suis allée dans plusieurs grandes villes, Paris, Lyon, Grenoble, et j'ai été frappée par l'insouciance qui y règne. C'est-à-dire que dans ces grandes villes, dans ces métropoles, tout est disponible à toute heure. Les gens sont dans les cafés et vivent finalement comme si tout était comme avant. Un pays riche où le niveau de vie est élevé et où les plus gros problèmes quotidiens sont quelle est mon empreinte carbone et quel est le quota de femmes dans les films et les conseils d'administration des grandes entreprises. Malheureusement, à l'extérieur de ces métropoles, à l'extérieur de ces citadelles, la vie est rythmée par les discussions sur les pénuries et les hausses de taxes, sur l'installation forcée d'équipements d'énergie renouvelable, sur des coupes rases des forêts, sur la disparition du dernier café et le départ à la retraite du dernier médecin, qui a pris sa retraite à 72 ans, mais qui continue d'aller soigner les personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer. Et malgré tout, tout ce qui permet aux gens de vivre sans souci du monde extérieur dans les métropoles, eh bien, ça a été produit ailleurs. Ça a été produit précisément dans ces territoires dont les citadins et les dirigeants n'ont cure.
de la nourriture à l'électricité, en passant par les matériaux qui ont permis la reconversion d'une ancienne usine en un loft occasionnellement loué en Airbnb, ça a été produit dans la France périphérique. C'est comme si en France, finalement, il y avait deux mondes qui coexistent, mais que l'un s'était autonomisé et avait oublié l'autre. Alors que d'ailleurs, et surtout, pardon, que le deuxième est quand même sacrément dépendant du premier. Donc l'idée de ce livre, elle est partie d'un constat, de ce constat que nous faisons tous aujourd'hui, du moins hors des grandes villes. Sa réalisation, c'est le fruit d'une volonté de comprendre ce qui s'était passé pour que les choses en arrivent là. Parce que les choses, en fait, elles ont un sens. L'histoire n'est pas absurde. Et il y a des décisions qui ont été prises, qui nous ont conduits à la situation où nous en sommes. Et ce que nous avons sous les yeux, c'est le résultat direct de décisions politiques. Car, évidemment, vous le savez, je ne vous l'apprends pas, tout est politique. Et bien sûr, quand je dis tout est politique, je ne parle pas de ce qui se passe au fond de votre caleçon, ni du contenu de votre assiette, mais bien d'une organisation sociale. Ce n'est pas un moyen pour moi de dédouaner les individus de leurs mauvais choix individuels, mais moi je parle de politique et du coup je tente d'expliquer une organisation de la société. Je tente d'expliquer pourquoi et comment la société en est arrivée là où elle en est. Parce que la tiers-mondisation de la France, elle n'est pas arrivée naturellement, parce que tous les Français individuellement auraient décidé par leur choix de cela. Et cela n'est dû ni au hasard, ni à l'opération du Saint-Esprit. Donc tout ce bordel a un sens, encore s'agit-il de le trouver. La quête de sens, ça tombe bien, c'est ce qui nous meut avec l'équipe du Fil d'Actu depuis presque 10 ans qu'on fait des vidéos. L'émission qui donne du sens à l'information. Ceux qui regardent les vidéos, vous connaissez le slogan, c'est celui qui est là depuis le tout début de la chaîne. C'était donc le point de départ, dans un monde médiatique saturé de polémiques stériles, d'événements qui semblaient déconnectés les uns des autres, d'analyses qui n'étaient finalement que des réactions assez pulsionnelles qu'on pouvait oublier aussi vite qu'on avait entendues, mais qui pourrissaient quand même nos cerveaux. C'est ça qu'on a voulu faire, retrouver le sens des choses. Alors ça a impliqué parfois de laisser passer la caravane du cirque médiatique, de résister à nos impulsions premières, de réagir afin de ne pas tomber dans les pièges qui nous étaient tendus. Ça a nécessité de s'éloigner un petit peu parfois du bruit pour pouvoir comprendre ce qui se passait sans tout un tas de saloperies médiatiques pour nous parasiter, pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui se passait. Et déjà, il y a 10 ans, quand on a commencé, notre analyse, c'était la suivante. La situation est grave, les problèmes sont complexes, et tous ceux dont c'est le travail d'expliquer la réalité, à savoir les journalistes, ou de proposer des solutions, là en l'occurrence les politiques, tous semblent avoir cédé à la facilité. Ils ont abandonné le travail de fond. Et tout ce qu'ils font, c'est caresser dans le sens du poil un public ou un électorat déjà d'accord avec eux. Et depuis 10 ans que je fais de l'analyse politique sur YouTube, eh bien, les choses se sont considérablement dégradées. Donc, avec le Fil d'Actu, dès le départ, on avait choisi de prendre le contre-pied de cela, de sortir de notre zone de confort et d'aller au fond des choses. Et si je vous parle du Fil d'Actu et de YouTube, c'est parce que ce livre, il est la suite logique et l'aboutissement de cette démarche de quête de sens. Alors bien sûr, ça n'a pas été simple. On a dû remettre en question tous nos modes de pensée pour repartir du réel. Il y a des gens dans l'équipe du Fil d'Actu qui ont refusé cette démarche et ils sont retournés dans les rangs des militants de gauche où les 3 d'entre nous qui restent dans l'équipe avions aussi été formés. Et malheureusement pour eux, ils continuent à repasser en boucle comme un disque rayé un catéchisme politique de plus en plus dépourvu de sens et surtout de plus en plus détaché du réel. Repartir du réel, pour nous, c'était se détacher des idéologies, aussi bien celles que le système nous avait mises dans le crâne, que celles que nous étions choisis en réaction à cela. Et on en est arrivé à une conclusion qui finalement a été un point de départ. Non seulement c'est la merde, mais en plus, rien de ce que nous avons à disposition ne nous permet d'expliquer ce qui se passe de manière satisfaisante.
Donc on s'était mis dans un beau pétrin, parce qu'en faisant ça, on s'était mis à dos tout le monde, tous nos anciens camarades, qu'en plus, on ne savait pas trop ce qu'on faisait, et que chaque pas supplémentaire nous faisait prendre conscience que les briques dans le mur du réel faisaient encore plus mal que ce qu'on avait imaginé. Alors bien sûr, c'est le risque, quand on envoie balader des schémas toxiques et foireux qui ont guidé notre vie pendant des années. On se retrouve seul pendant un moment, bien obligé d'apprendre par soi-même, de se forger soi-même une boussole, de dessiner soi-même les cartes et de se fabriquer soi-même les outils. C'est compliqué parce qu'il faut d'abord commencer par accepter qu'on ne sait rien et que c'est assez compliqué à faire quand votre formation politique et intellectuelle, elle s'est faite dans les rangs où tout le monde est convaincu de détenir la vérité et où la seule question que les gens se posent dans ces milieux, c'est comment convaincre le monde entier que nous sommes les meilleurs. Enfin non, il y a cette question-là, et comment parler aux gens qui ont arrêté de nous écouter, et comment récupérer un électorat qui nous a délaissés. Alors que la moindre des choses pour qui prétend s'occuper de politique, c'est-à-dire de comment organiser la société de manière à ce que tout le monde puisse vivre et chercher son bonheur sans faire de mal à autrui ni au monde, sans avoir trop non plus à craindre pour sa vie. Voilà, donc la moindre des choses quand on prétend se préoccuper de ça, c'est quand même de commencer par écouter ce que les gens veulent. Le politique, il est au service des gens et il doit exécuter leur volonté. Il n'est pas un propriétaire qui doit leur donner des ordres. Et ça serait bien que beaucoup s'en rappellent aujourd'hui. De la même manière, le journaliste et l'intellectuel sont au service des gens à qui ils sont censés expliquer comment la société fonctionne, de manière à ce que chacun puisse se faire son propre avis. L'intellectuel, le journaliste ne sont pas des maîtres qui doivent dire aux gens quoi penser. Ils doivent simplement éclairer et les gens décident. Et pendant plusieurs années, en fait, c'est un petit peu ça qu'on a cherché, à la frontière entre le politique et le journalisme. Les deux domaines dans lesquels nous avions identifié les manques les plus graves. C'est pas de bol parce qu'on est parti en quête de vérité dans un univers réputé pour son mensonge et sa capacité à raconter des histoires et à créer des illusions. Donc, pendant quelques années, on a bien tourné autour du pot, autour de la vérité, sans réussir à la trouver. Mais c'est aussi parce que cette vérité, elle avait été bien cachée, parce que certains avaient un intérêt à cela, pour mieux piller la France sans que les Français ne se rendent compte de rien. Mais ça, on ne le savait pas encore. Donc on était là à chercher, sans parvenir à la saisir, cette vérité, de vidéo en vidéo, qui était de moins en moins nombreuse et de plus en plus longue, avec de plus en plus de fond. Vous qui avez suivi la chaîne, vous avez vu tout ce processus. Ce que vous n'avez pas vu, c'est comment on s'arrachait les cheveux pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de ce qu'on vivait, parce qu'il a fallu rebroter très loin. Mais je vais y venir. Alors parfois, c'est vrai, on a saisi une part du réel. Grâce notamment à des moments comme les Gilets jaunes, grâce à des auteurs aussi, je pense particulièrement à Christophe Guilluy, théoricien de la France périphérique, l'un des rares, si ce n'est le seul intellectuel, à ne pas prendre de haut qui que ce soit, mais à donner un état des lieux factuel sur la fracture qui traverse la France entre les gagnants et les perdants de la mondialisation. La manière dont cette réalité s'exprime au niveau géographique et social. Alors, c'est très concret, c'est peut-être parce que Christophe Guilluy n'est pas sociologue, expert en je ne sais quoi, il est géographe, donc ceci explique peut-être cela. Alors, c'est une thèse, certes, plus géographique que politique, mais au moins, ça avait du sens. Et dans tous les cas, c'était beaucoup plus satisfaisant que, si je puis me permettre l'expression, Fourquier le Jean Foutre et sa thèse fourre-tout sur l'archipélisation de la France. Ceci dit, malgré ça, on n'était toujours pas satisfait quand même, parce que tout cela n'allait pas assez loin. C'était très utile, mais ça ne donnait pas la totalité du tableau, et ça ne permettait toujours pas d'expliquer pourquoi ni comment on en est arrivé là, à ce sentiment qu'il y a deux mondes qui coexistent en France. Et c'est pas seulement une histoire de géographie, de fracture entre les villes et les campagnes. Donc on s'est mis à remonter plus loin, et
on est remonté jusqu'aux années 70, parce que à ce moment-là, pour la France et pour le monde occidental, il y a un certain nombre de tournants qui ont eu lieu. Dans le monde, c'est bien sûr le mouvement de mondialisation des échanges, de libre circulation des capitaux, c'est la souveraineté du dollar et l'impérialisme monétaire, c'est la fin de l'étalon or, c'est les premières grosses crises mondiales avec les chocs pétroliers. Et en France, bien sûr, et c'est lié, hein, c'est le début de notre déclin industriel, avec le début des délocalisations. C'est le début de la crise permanente. C'est l'apparition en France, dans les ministères, dans les hautes administrations, de dirigeants et de cadres issus de la finance et des banques d'affaires. C'est important à se rappeler pour la suite. C'est l'augmentation aussi du nombre de fonctionnaires et de cadres, au point où aujourd'hui, ils sont plus nombreux que les ouvriers. Ouvriers d'ailleurs, dont le nombre décline drastiquement aussi à partir des années 70. Tiens. C'est aussi le moment où l'on commence à encourager tout le monde à suivre des études supérieures, à aller à la fac, à rejoindre la classe moyenne, ce qui permet aussi de faire disparaître l'idée que des groupes sociaux puissent avoir des intérêts divergents et que tout le monde n'est pas rassemblé dans une seule et même classe, dans une société où finalement rien n'a de sens et où tout est archipélisé. C'est aussi notre intégration de plus en plus importante et notre soumission à des règles de plus en plus strictes sur lesquelles les Français ont de moins en moins de pouvoir de décision. J'ai nommé le marché européen, où l'utopie libre-échangiste a été poussée plus loin que partout ailleurs dans le monde. Et tout cela est concomitant, hein, tout cela se passe en même temps, mais quant à savoir si ça a une cause commune, tant qu'on n'a pas un peu cherché, on ne peut pas l'affirmer. Mais comme dans n'importe quelle quête, on a l'intuition que c'est par là que ça s'est passé, donc c'est par là qu'il faut chercher. Et un jour d'avril 2023, à force de lecture, à force de recherche, eh bien, la lumière s'allume. Depuis plusieurs années, qu'on pose avec le fil d'actu les questions de souveraineté, de réindustrialisation, d'agriculture. Tommy, qui est rédacteur en chef du fil d'actu, et mon fiancé est assis juste là-bas, il tombe au détour d'une lecture sur les chiffres de l'APIB à la fin des années 60. Oui, j'ai bien dit l'APIB. Et ceux qui suivent le fil d'actu, vous vous souvenez de ce moment qui a été pour nous à la fois une illumination et une douche froide. Car si Tommy croit au départ à une erreur de typographie, eh bien, il constate que cette erreur, l'APIB, se répète dans tout le livre. Et il se rend compte que jusqu'au milieu des années 70, pour mesurer l'état de notre économie, on parlait bien de l'APIB, la production intérieure brute. C'était l'indicateur principal de la santé économique de notre pays, mais aussi de tous les pays occidentaux. Ça n'a pas l'air de grand-chose, hein, c'est un tout petit article, mais il se trouve qu'aujourd'hui, tout est relatif au PIB, le produit intérieur brut. C'est l'indice premier de la richesse du pays, et il date seulement de 1976, date à laquelle il a été imposé, pareil, pas seulement à nous, mais à tous les pays occidentaux, et rétroactivement recalculé à la fin des années 70 pour s'appliquer à toute la comptabilité nationale depuis ses débuts, c'est-à-dire vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et j'insiste sur cette distinction entre le et l'APIB parce que les deux ne recouvrent pas du tout le même sens. Jusqu'en 1976, avec l'APIB, c'était essentiellement calculé sur une base matérielle, de production concrète, de biens concrets. Après 1976, le PIB s'est mis à inclure la création de biens et de services à partir de valeurs s'échangeant sur un marché, tous les services non marchands et les activités immatérielles. Ça allait des contrats d'assurance au crédit bancaire, en passant par les employés domestiques, le salaire des fonctionnaires, les dépenses de l'administration. Ça a même été mis à jour en 1993 pour intégrer tous les investissements immatériels. Et aujourd'hui, ça inclut, vous le savez sans doute, le trafic de drogue et la prostitution. Celui-là, vous en avez entendu parler. Par contre, est-ce que vous saviez que ça inclut aussi, si vous êtes propriétaire de votre logement, le loyer que vous vous verseriez à vous-même si vous en étiez locataire?
C'est bien, il y en a qui regardent le fil d'actu. Mais voilà. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, de simples transferts de richesse pouvaient passer pour de la création de richesse. Donc, autant dire qu'à partir de là, la richesse devient non plus le produit d'un travail, mais une idée qui peut se créer à partir de rien. Et ça change tout, parce que cela implique une redéfinition fondamentale de la notion même de ce qu'est la richesse. Ça a induit évidemment une rupture dans la manière dont on l'a calculée, et évidemment une réorientation de toutes les politiques économiques, puisque les politiques économiques visent à la croissance. Donc quand on dit la croissance, c'est la croissance du PIB. Sauf que la croissance du PIB et la croissance de la PIB, ça ne recouvre pas du tout la même chose. Ça a impliqué évidemment aussi une modification des représentations collectives de ce que l'on entend par richesse. Vous auriez expliqué à un Français d'il y a 50 ans qu'une start-up licorne valorisée à des milliards, qui ne produit rien et dont les dirigeants ont comme seul métier de faire du networking pour lever des fonds, je pense que le Français d'il y a 50 ans, vous aurez regardé comme si vous étiez fou. Et voilà, ce petit article, en fait, le et la PIB, c'était exactement la pièce qui manquait à notre tableau. Parce qu'à partir de là, tous les constats se sont imbriqués pour former un tout cohérent. Mieux encore, ça permettait d'expliquer la plupart des problèmes économiques et sociaux auxquels nous faisons face aujourd'hui. Parce que le PIB, en réalité, a été un instrument qui a été utilisé pour masquer la désindustrialisation de la France et, évidemment, ce qui aurait été une très grave crise qui dure depuis 50 ans. Et il fallait au moins ça pour le cacher, parce que depuis 1973, les comptes publics de la France n'ont jamais été à l'équilibre. Est-ce que ça aurait un lien avec la désindustrialisation qui commence à ce moment-là et au fait qu'on ne produit rien? Peut-être. Alors c'est pas grave, hein, on va emprunter sur les marchés. En plus, à partir de ce moment-là, les dépenses de l'État se mettent à augmenter et contribuent à l'augmentation du PIB. Alors bien sûr, elles augmentent aussi le déficit, mais c'est pas grave parce que du coup, on peut encore emprunter sur les marchés et faire croître encore le PIB. Et dans cette optique de croissance du PIB, on nous inflige aussi des politiques économiques qui visent à libérer ce marché. Et tout cela mène évidemment à son lot de faillites, de délocalisations, de licenciements, parce que bien sûr les Chinois sont moins chers. Donc le PIB, en fait, a été utilisé à la fois pour justifier la destruction des moyens de produire la richesse en France et aussi pour masquer les conséquences de cette libération que nous avons vécue. À savoir que la France produisait de moins en moins de richesses et donc s'appauvrissait. Alors bien sûr, les dirigeants, l'État français, ont pris leur part dans le grand pillage. Notamment, l'État a embauché massivement de nouveaux agents. Il a embauché massivement des fonctionnaires, à la fois donc, pour masquer la réalité du chômage provoquée par la désindustrialisation, en faisant se reconvertir les ouvriers en fonctionnaires, mais aussi pour augmenter le PIB en versant des sommes toujours plus importantes en salaire d'agents de l'État. Le nombre de fonctionnaires en France, ça va être très parlant. En 1974, il y en avait 3,4 millions. En 1980, 3,9 millions. En 1995, 4,5 millions de fonctionnaires. Donc, oui, rapporté au nombre d'années passées au pouvoir, c'est Valéry Giscard d'Estaing, contrairement à ce qu'on croit souvent, qui a le plus augmenté le nombre de fonctionnaires. Encore plus même que François Mitterrand. Donc de quoi tempérer les ardeurs de ceux qui voudraient croire le contraire et croire que ça a commencé dans les années 80 avec le socialisme. Non, non, ça a commencé dans les années 70. Et après 1995, le nombre de fonctionnaires a continué d'augmenter d'ailleurs, puisque de 4,5 millions en 1995, on est passé sous Chirac, sous Chirac à 5 millions. Et ensuite, entre Sarkozy et Hollande, ils en ont encore embauché 500 000 de plus pour arriver à 5,5 millions. Voilà. Il n'y a que sous Macron, parce qu'il y a un moment, en fait, ça ne peut plus croître, enfin, il n'y a plus de sous non plus. Donc il n'y a que depuis Macron, en réalité, que le nombre de fonctionnaires diminue.
Dans le même temps, le nombre d'ouvriers, lui, est passé en 1970 de 7 millions pour 40% de la masse salariale à aujourd'hui 5 millions, mais 20% de la masse salariale. Il y a aujourd'hui plus de fonctionnaires que d'ouvriers, plus aussi de cadres que d'ouvriers. Ce qui, si on y réfléchit à peu près 3 secondes, est absolument absurde. Et si on nous a vendu la classe moyenne, que c'était sur toutes les lèvres, si on a développé cette classe de services, de tertiaire, eh bien en réalité c'était pour oblitérer la réalité du caractère fondamental et essentiel de la production. Ils nous ont même inventé un concept pour décrire cette société sans production qui était la nôtre, la société de consommation. Comme si tout tournait autour du fait de consommer, d'acheter, alors que pour acheter quelque chose, eh bien, il fallait bien que quelqu'un, quelque part, les produise. Et il se trouve, comme par hasard, que le moment où les dirigeants commencent à essayer de nous masquer la réalité de la chute de notre production nationale, ainsi que la production elle-même, c'est le moment où un grand changement s'opère au sein de la classe dirigeante. Et j'appelle classe dirigeante la classe qui contrôle la production et qui organise la production à son avantage. En fait, dans les années 70, a eu lieu une prise de pouvoir sur la production par une nouvelle classe, la bourgeoisie financière. Bon, c'était pas exactement une nouvelle classe. La bourgeoisie financière, elle existait déjà comme une partie de la bourgeoisie. C'était les propriétaires des banques d'investissement, les actionnaires, les gestionnaires de portefeuille. Mais, on va dire, ils n'étaient pas au sommet de la hiérarchie de la bourgeoisie. Dans les années 70, à la faveur de circonstances, d'évolutions techniques qui le permettaient, d'une volonté aussi, mais aussi d'un déclin de la bourgeoisie industrielle traditionnelle affaiblie par les compromis qu'elle avait dû faire au sortir de la guerre, eh bien cette bourgeoisie financière, qui est essentiellement américaine, même si par essence elle n'est pas nationale, elle n'est pas ancrée dans une nation, cette bourgeoisie financière, c'est ce qu'on appelle la finance, elle prend l'ascendant sur la production dans le monde occidental. Elle va devenir propriétaire des usines. Et les grands capitaines d'industrie, les patrons à l'ancienne, à qui il suffisait de traverser la rue, on va dire, pour discuter avec le contremaître sur les meilleurs moyens d'augmenter les cadences ou les rendements, eh bien ces anciens capitaines d'industrie, ces patrons, deviennent en fait de simples gérants au service des véritables propriétaires de leurs usines, à savoir les détenteurs des titres de propriété des entreprises, ceux qui vont leur imposer leurs objectifs et leurs agendas de gouvernance. Donc autant dire que le patron patriote, c'est terminé. Le patron devient exécutant pour la finance, pour les propriétaires de titres des entreprises et pour les propriétaires des entreprises qui gèrent les portefeuilles des actions. Enfin, c'est en cascade. Autrement dit, les années 70, c'est le moment où les financiers ont pris le pouvoir et comptent bien utiliser ce pouvoir pour servir leur intérêt. C'est ce qu'on a appelé la financiarisation de l'économie, et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec BlackRock, derrière toutes les sociétés au nom encore officiellement français, ou derrière les propriétaires de 2/3 des terres en Ukraine, ou derrière les propriétaires de la moitié de la dette française. Voilà. Vous remontez, à chaque fois il y a BlackRock quelque part. C'est parce que dans les années 70, c'est cette finance qui a commencé à abolir les frontières et les entraves à la circulation du capital. Et ce qui est dramatique là-dedans, c'est que personne à l'époque n'a pris la mesure de ce qui s'est passé. C'est parce que c'est le principe d'une révolution de palais, ça se passe dans le palais. Ça ne fait pas de bruit à l'extérieur, du moins au début. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde politique, intellectuel, chez les journalistes, il n'y a toujours personne qui s'est rendu compte de la supercherie. Ni d'un côté les marxistes pour qui le petit chef d'entreprise, artisan, couvreur, c'est un méchant patron comme Bernard Arnault, ni de l'autre côté les libéraux qui croient que c'est en dérégulant toujours plus le marché que la solution viendra, alors que le problème vient de là.
Et malheureusement, depuis 50 ans, c'est le drame, on a des idiots utiles des deux côtés de l'échiquier politique. Parce que tous ces gens, en fait, cette finance, elle est en réalité aussi à la tête de la France. Parce qu'évidemment, quand il y a une révolution de palais, ça implique une refonte des États et des institutions de manière à mettre, vous savez, comme les armes, à mettre la société à conformité avec le projet de ceux qui viennent de prendre le pouvoir. Donc le basculement du rapport de force au sein de la classe dirigeante dans les années 70, il va induire des bouleversements profonds au sein de toutes les sociétés occidentales, hein, bien sûr, mais là, donc, on parle de la France, parce qu'il faut bien limiter le sujet, sinon on y est encore demain. Et donc la France, comme les autres pays occidentaux, va voir toute son économie, tout son système politique, ses lois, ses institutions, tout cela être réorganisé en profondeur et très rapidement. C'est l'affaire d'une dizaine d'années. Alors, pourquoi ? Parce que l'organisation sociale, politique, légale, institutionnelle d'un pays, elle correspond à la volonté de sa classe dirigeante. Mettons, si demain vous arrivez à la tête de la France, vous allez organiser la société de manière à ce que la société serve les intérêts de ceux que vous défendez. Et je ne parle pas d'intérêts personnels, enfin j'espère voilà, que si l'un d'entre vous arrive à la tête de la France demain, il ne va pas servir ses intérêts personnels ou les intérêts d'un petit groupe, mais les intérêts de la France. Donc cette bourgeoisie financière, cette finance qui prend le pouvoir dans les années 70, lorsqu'elle prend le contrôle sur les moyens de production, eh bien elle a fait ça. Elle a entrepris de réorganiser la société de manière à servir ses intérêts. Donc qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a supprimé les entraves à la libre circulation des capitaux, des biens, des personnes et des services. Elle a organisé les pays où c'était elle qui dominait à l'image qui lui convenait. Donc pour cela, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a placé tous ses agents dans les ministères, dans les administrations. Elle les a formés dans ses écoles de commerce et ses business schools, au point où aujourd'hui, on a un ex-ministre de l'économie et prix Nobel de littérature qui, lors de son audition au Sénat il y a 3 semaines, nous expliquait que le travail des agents du ministère de l'économie français, c'était placer les actifs de la dette française au meilleur taux auprès des agences américaines. Pour lui, c'est son boulot, en fait. Il dit même que dans cette optique, il a rencontré personnellement les représentants de ces agences. Donc, ceux qui font l'État sont inféodés à cette finance, ils ne se rendent même pas compte à quel point. Et donc, à partir des années 70, eh bien, toutes les institutions, l'État va être remodelé pour servir la finance. Et par-dessus le marché, on a évidemment une élite médiatique et culturelle acquise à sa cause qui permet à la finance de propager sa vision du monde et de nous faire accepter à nous, les gueux, son ordre social. C'est le rôle idéologique qu'ont ces agents de l'élite. Oui, je sais, on les regarde, on se demande en quoi c'est une élite, mais à défaut de meilleurs termes, voilà, de cette élite médiatico-culturelle. Leur boulot, c'est de faire passer la pilule, de s'assurer que tous ces gens dont la finance pompe le travail continuent de consentir à son ordre social. Parce que s'ils n'ont pas notre consentement, on est quand même vachement plus nombreux qu'eux, donc ça peut mal se passer. En bref, toute l'organisation de la société est faite à l'avantage de la finance et dans l'intérêt de la finance. Alors, quel est cet intérêt ? J'ai envie de dire, la réponse est assez facile à trouver. Hein. Quand on possède des titres de propriété d'entreprise ou qu'on gère un portefeuille d'actions qui contient des milliards des milliards de dollars ou d'euros en valeur, qu'est-ce qu'on veut à la fin de l'année ? Voilà, du rendement, du profit, des sous, du flous, de la thune, appelez ça comme vous voulez. Voilà, c'est ça qu'on veut. Donc ce n'est pas un jugement de valeur à leur encontre, hein. C'est un fait. C'est des gens qui investissent, enfin, ils appellent ça investissement, bon, on pourrait appeler ça de la spéculation, mais c'est pas grave. Quand on fait un investissement, on veut un retour sur investissement, sinon on perd de l'argent. Donc l'intérêt de tous ceux qui possèdent les titres de propriété des entreprises françaises, eh bien, c'est que ça leur rapporte un bonus à la fin de l'année. Voilà, donc il leur faut plusieurs choses. Il faut que le travail coûte le moins cher possible, donc que toutes les variables d'ajustement soient au coût le plus bas possible. Et quand je parle de variables d'ajustement,
Pour eux, les personnes, les humains qui travaillent, ce sont des variables d'ajustement. Il leur faut produire le plus de biens possible et vendre le plus de ces biens à des prix les plus élevés possibles. Donc, c'est pas compliqué. Quand on est un actionnaire basé à New York, on se contrefout de savoir que les mecs qui fabriquent la voiture Renault, ils soient à Boulogne-Billancourt ou qu'ils soient à Wuhan. Le but, c'est que chaque voiture fabriquée et commercialisée, elle rapporte le plus possible. Donc, ils ont fait ce qu'il fallait pour ça. Et du coup, il y a, sur les 35 000 ouvriers qu'il y avait à Boulogne-Billancourt, il n'y en a plus. C'est aussi simple que ça. Et encore une fois, c'est légitime. Le problème, c'est que c'est ces gens-là qui ont décidé à quoi notre société et notre pays devaient ressembler. Et qu'ils ont été aidés en cela par d'autres gens qui avaient en théorie pour rôle de ne pas les laisser faire. Parce que au sein de toute société, il y a des intérêts divergents. C'est d'ailleurs le compromis issu de ce rapport de force entre ces différents intérêts qu'on appelle le contrat social. Et le contrat social, c'est quoi? C'est tout simplement l'accord entre nous tous les membres de la société, qui pose des règles à respecter pour qu'on puisse tous vivre sans se taper dessus en permanence, en ayant à peu près de quoi manger, se chauffer et vivre, relativement en paix et en sécurité, et en s'assurant qu'on ait quand même un avenir en tant qu'espèce. Voilà. Alors, en France, comme dans tous les pays, d'ailleurs, le contrat social n'a pas toujours été le même. Oui, parce que les différents groupes sociaux n'évoluent pas toujours dans le même contexte. Donc, il n'y a pas toujours les mêmes intérêts que ceux qui sont en présence aujourd'hui. Et jusque dans les années 1970, c'est le contrat social qui avait été établi au sortir de la Seconde Guerre mondiale qui prévalait encore. Alors pourquoi au sortir de la Seconde Guerre mondiale? Parce que en 1945, il a fallu établir un nouveau contrat social parce que celui qui avait cours entre 1940 et 1944, il marchait pas très bien. Accessoirement qui nous manquait la moitié du pays, et que en 1945, le pays était ravagé. Et il a fallu donc réorganiser la production de tous les biens nécessaires à la vie des Français et à la reconstruction, à savoir l'alimentation, le bâtiment, l'énergie, tous les biens de consommation courante. Donc ce nouveau contrat social, il avait été fondé entre essentiellement deux parties. D'un côté, les Français qui avaient besoin de tous ces produits et qui en même temps fournissaient la main-d'œuvre pour produire tout ça, parce qu'il faut beaucoup de gens pour produire tout ce dont il y a besoin. Et de l'autre côté, les capitaines des grandes industries françaises qui possédaient les moyens de production, à savoir là, les usines. Je mets à part l'agriculture parce que le cas les paysans de l'époque étaient quand même beaucoup propriétaires de leurs terres, de leurs moyens de production, et donc le compromis était beaucoup plus facile. C'était plus vous produisez, plus vous vendez, donc plus vous y gagnez. Et c'est d'ailleurs par là que eux aussi ont été rendus esclaves d'intérêts autres que le leur et celui de la France. Mais pour revenir au contrat social de 1945, le compromis s'était effectué sous la supervision de l'État, des représentants du peuple français, de ses dirigeants politiques qui devaient faire et exécuter les lois en prenant en compte les différentes forces en présence, mais aussi la nécessité d'avoir le consentement des deux côtés, afin de pouvoir servir les intérêts de la France. Et à la fin de la guerre, au vu de leur prouesse en 1940, ces propriétaires des moyens de production, ils étaient particulièrement scrutés, donc ils avaient intérêt à donner le change s'ils ne voulaient pas se faire dégager ou autre, comme M. Renault. Voilà. Donc, dans tous les cas, chacun des principaux groupes en présence avait des moyens de pression. D'un côté, les ouvriers, parce qu'évidemment, ils étaient très nombreux et qu'ils pouvaient faire grève. Et je rappelle quand même ici que la base de la grève, c'est faire pression en arrêtant la production. C'est si tous les ouvriers arrêtent de bosser, il n'y a plus aucun bien dont vous avez besoin pour ne pas crever qui arrive jusqu'à vous. C'est sûr que c'est d'un autre niveau que les manifs Bastille République de la CGT Éducation qui fait juste chier les parents d'élèves. Je suis désolée, mais un stylo, un tracteur, ça n'a pas le même pouvoir de pression parce que ça n'a pas le même pouvoir sur la vie et la mort des gens. Voilà. Sans dire que les profs ne servent à rien. Néanmoins, on a plus besoin de manger. Voilà. Et de l'autre côté,
il y avait aussi la bourgeoisie industrielle qui, elle avait des moyens de pression évidemment, parce que sans eux, il n'y avait plus de moyens de production, il n'y avait plus d'usines, il n'y avait plus de machines, il n'y avait plus de salaire pour acheter les biens produits de toute façon. Donc les représentants de la France, les dirigeants, étaient censés trouver en permanence un compromis entre ces deux parties. Et bon, ça s'est pas fait sans heurts, mais ça s'est fait afin que, surtout, ni les uns ni les autres n'arrêtent de produire ce dont les Français avaient besoin. Donc à l'époque, les intérêts des producteurs, ceux qui produisaient les biens, allaient dans le même sens que l'intérêt national. Mais, d'un autre côté, les intérêts des propriétaires des moyens de production allaient aussi dans le même sens que l'intérêt national. Tout le monde avait un intérêt à travailler de concert dans un même but. Et ça a très bien marché. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut refaire la même chose aujourd'hui, puisque nous ne sommes plus dans le même contexte et qu'on ne va pas répéter le passé, ça n'aurait aucun sens. N'empêche que le contrat social de 1945 a donné les 30 Glorieuses. Et la France était parmi les premiers mondiaux dans des domaines variés de production, de l'électricité à l'agriculture, en passant par les différents secteurs de l'industrie. Alors après, je ne dis pas forcément que le but, c'est d'être numéro 1, mais déjà, avoir de quoi vivre et être autonome et souverain, ça serait pas mal. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Parce que, précisément, dans les années 70, ça a commencé à coincer. Et que le contrat social, le compromis de l'après-guerre, s'est retrouvé complètement bouleversé. Vu que la bourgeoisie financière internationalisée, propriétaire des moyens de production, elle n'est plus en France, ben elle se fout que les Français mangent, se chauffent, et elle se fout de la prospérité nationale. Et en plus, comme elle n'est même pas en première ligne, si jamais il y a des ouvriers qui bloquent une usine ou qui font grève, ben elle en a encore plus rien à faire. Et comme en plus, à partir de ce moment-là, à la tête de la France et des autres pays occidentaux, eh bien, la finance a placé ses agents pour défendre ses intérêts, le résultat du rapport de force entre les différentes parties, entre les différents groupes fondamentaux, eh bien, il change. On va désindustrialiser la France, on va mettre le pistolet sur la tempe des agriculteurs français, ce qui mène nécessairement à un déséquilibre dans la balance, dans le rapport de force entre les producteurs et les propriétaires des moyens de production. Et de plus, celui qui était censé être l'arbitre de tout cela, le représentant de l'intérêt national au-dessus des intérêts particuliers, l'État, s'est définitivement rangé du côté de la finance. Et donc la balance auparavant plus ou moins équilibrée pour les uns et les autres, elle penche désormais en défaveur des producteurs et la finance pèse de plus en plus lourd. Donc c'est même pas qu'on a été trahi par un dirigeant, il ne s'agit pas de voir lequel exactement, parce qu'on pourrait même trouver les premiers signaux faibles de cette prise de pouvoir de la finance sous De Gaulle. C'est qu'en une décennie, nos dirigeants qui étaient serviteurs du compromis dont l'intérêt national, ils ont été remplacés en fait par des simples serviteurs de la finance. La France, à ce moment-là, était prête en fait pour la saignée, pour la prise de contrôle par la finance sur notre pays, visant à piller non seulement la richesse produite, mais aussi les moyens de la produire. Et à compter de ce moment-là, ce ne sont plus les intérêts des Français qui comptent, ce sont les intérêts de la finance mondialisée. Et quand je parle d'intérêts, je voudrais bien insister sur le fait qu'il ne s'agit pas d'idéal, de morale, mais de choses bien concrètes. C'est-à-dire que la finance a eu besoin de détruire l'outil de production français de manière à piller le pays. Donc, elle a instauré la libre circulation des capitaux, là où les anciens capitaines d'industrie, ils avaient besoin d'un tissu industriel fort, d'un protectionnisme économique important, d'un soutien de l'État, de manière à les aider à être compétitifs sur la scène internationale. La finance, elle n'a plus besoin de ça. Deuxièmement, la finance, elle a eu besoin de garder le consentement des peuples à son ordre social. Donc, outre la propagande médiatique et intellectuelle, il a fallu qu'elle donne dans le réel le change, qu'elle donne l'illusion que rien n'avait changé. Et c'est ça que lui a permis la libre circulation des biens, des marchandises.
grâce à laquelle elle nous a fait croire que si, on vous jure, c'est toujours pareil qu'avant, mais juste ça va vous coûter moins cher à vous, consommateurs de cette nouvelle société de consommation. Et troisièmement, elle a eu besoin aux portes des villes où elle s'est concentrée, de ses larbins, de ses serviteurs, de manière à ce qu'ils puissent faire pour elle toutes les tâches de service non délocalisables. De la même manière que la bourgeoisie du 19e siècle avait ses serviteurs directement à la maison, la bourgeoisie financière actuelle, qui est concentrée dans les grandes villes, elle a installé aux portes de ces métropoles cette main-d'œuvre immigrée, essentiellement, parce que les immigrés, ils demandent moins de droits sociaux, ils peuvent être payés beaucoup moins cher, et puis en plus, souvent, ils ne parlent pas la langue, donc c'est beaucoup plus facile de les entourlouper. Et elle l'a fait en instaurant la libre circulation des personnes. Et en fait, cette libre circulation des personnes, tout cela va main dans la main, en fait. On ne peut pas avoir seulement la libre circulation des personnes, mais pas la libre circulation des capitaux, ou seulement la libre circulation des marchandises, mais pas la libre circulation des services. Ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. C'est un système qui est cohérent et qui a été établi dans un but précis. Et tout cela, ça a été gravé comme des principes inaliénables par des décisions politiques dans le marbre des lois et dans les institutions. Ça n'a pas toujours été comme ça. On n'a pas toujours considéré comme allant de soi que chacun pouvait aller où il voulait, que chacun pouvait investir où il voulait. D'ailleurs, si vous allez dans n'importe quel pays du monde qui a une économie florissante en ce moment, vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la France particulièrement a comme chef l'incarnation suprême de ce système libre-échangiste. Macron, il n'est pas président de la République française, il est gouverneur d'une province, d'un petit groupe, pour un petit groupe qui a colonisé le monde entier pour en piller la richesse. Et tout ce qu'ils ont changé, en fait, c'est qu'ils ont enrobé cet état de fait, ce nouvel ordre social, dans un discours positif sur la mondialisation heureuse, sur la croissance et bien sûr sur la liberté, de manière à faire passer la pilule. Alors que la liberté, c'est surtout la liberté du renard dans le poulailler. Et de là, bien sûr, a eu lieu tout le dénigrement des métiers manuels qui étaient trop associés à la production dont on ne voulait plus en France. Parce que dans le paradis métropolisé de la finance, tout le monde a un bullshit job dans un bureau, en grande ville, et tout va bien. Et les représentations médiatiques et culturelles nous ont fait passer les ouvriers et les paysans comme des reliques d'un passé révolu, un passé dont on ne voulait plus, sale, difficile, et en plus, même pas écolo. Ben oui, parce que l'écologie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un peu le dernier rempart d'une finance qui sent que les limites de son règne approchent dangereusement. Donc on a aujourd'hui un président du GIEC qui s'appelle Jim Ski. Vous pouvez aller chercher son CV sur Google. Donc on a ce président du GIEC qui est une organisation politique qui fait des préconisations politiques. C'est dans le rapport du GIEC. Ils font des préconisations politiques aux décideurs. Mais le GIEC se présente quand même comme une institution scientifique et objective. Mais bref, le président actuel du GIEC, Jim Ski, était, avant d'arriver à ce poste, je vous le donne en mille, responsable de la branche finance verte chez BlackRock. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus. Et alors, évidemment, l'imposture commence à se dévoiler, évidemment. Ça a tenu pendant un temps. Mais ils n'ont pas réussi à effacer les producteurs, ni de l'histoire, ni du pays. Parce qu'il y a toujours des agriculteurs, il y a toujours des ouvriers, il y a toujours des artisans, bref, il y a toujours des producteurs dans ce pays. Et alors j'ai envie de dire, même s'il n'y en avait plus du tout, même s'ils avaient réussi, ils ne pourraient pas effacer le besoin qu'on a de produire. Parce que même si c'était les Chinois qui produisaient 100% de nos textiles, c'est pas le bon exemple parce que c'est presque le cas. On va dire, même si c'était les Indiens qui produisaient 100% du paracétamol.
Non, c'est pas le bon exemple non plus. Bon, vous voyez où je veux en venir. Mais, même si c'était les Chinois qui produisaient, ou les Roumains qui produisaient 100% des pièces de voiture. Non, ça va pas non plus. Bon, même si c'était les Ukrainiens qui produisaient 100% de notre blé. Là, ça marche. Bref, même si ce sont tous ces gens, en fait, qui produisent les médicaments, le textile, les pièces de voiture, le blé, cette réalité, on en a toujours besoin, en fait. Même si c'était 100% les Chinois qui produisaient 100% de ce qu'on consomme ici, il y aurait toujours besoin de produire. On aurait toujours besoin de manger, on aurait toujours besoin de se vêtir et on aurait toujours besoin de médicaments quand on est malade. Donc, cette réalité physique, matérielle, concrète, la classe dirigeante n'a pas pu l'anéantir. Elle a simplement enlevé ça de ses récits, de ses représentations, de ses médias, de ses films, de ses journaux. Et pendant 50 ans, elle a fait comme si ça n'existait pas. Parce qu'elle a réussi à exclure de son utopie les producteurs. Les ouvriers, en l'occurrence, se sont retrouvés exclus des villes et sont allés dans la France des campagnes et des petites villes rejoindre leurs homologues, les producteurs agricoles, auxquels pourtant on les a traditionnellement opposés pendant des siècles. Et c'est ça, du coup, qui explique cette fracture, ce sentiment de monde parallèle quand on arrive de sa campagne et qu'on met les pieds à Paris ou dans une grande ville. En fait, les univers qui coexistent au niveau géographique, ils sont tout simplement le reflet de l'ordre social établi par la classe dirigeante. Parce que l'utopie de la bourgeoisie financière, nous l'avons sous les yeux. Cette organisation géographique reflète parfaitement l'organisation sociale. On a, en centre-ville, notamment dans les grandes métropoles, concentré les jobs, je trouve que le mot, c'est même pas des métiers, c'est des jobs, qui sont directement liés à la bourgeoisie financière, qui assure son bon fonctionnement ou qui vivent de son essor, à savoir les métiers à haute valeur ajoutée, improductifs, dans le marketing, dans la publicité, dans le consulting, les métiers d'encadrement, de conseil. Tous ces gens sont localisés vraiment à 99% dans les centres-villes des grandes métropoles. Tout autour de ces centres-villes, dans les banlieues, se sont développés, comme je vous l'ai dit, des services individuels, des services à la personne, parce que, évidemment, les gagnants du système ont besoin de leurs domestiques à portée de main pour toutes les tâches non délocalisables qu'elle a fait donc assurer par une main-d'œuvre docile, sous-payée, importée de l'étranger, à la faveur de la libre circulation qu'elle a elle-même mise en place. Donc. Et tous ces gens, la classe dirigeante les a entassés dans les banlieues. Ce qui, ironiquement, parce que ces banlieues, ironiquement, elles avaient été construites à la base pour loger les ouvriers, qui étaient immigrés ou pas d'ailleurs, ça ne faisait aucune différence, parce que c'était des forces productives en fait. Sauf que comme on l'a vu, il n'y avait plus besoin des ouvriers, parce que les Chinois allaient faire le job. Donc, hop, les ouvriers dégagent, et on fait venir des gens corvéables à merci, et on les entasse dans les banlieues pour faire les larbins de la bourgeoisie de centre-ville. En sus de ça, répartis sur tout le territoire, évidemment, il y a une armée de fonctionnaires qui sont garants du bon fonctionnement du système. Hein, fonctionnaires, fonctionnement, c'est à ça qu'ils servent. Et ces fonctionnaires, comme on l'a vu, la classe dirigeante les a... déjà, elle a artificiellement gonflé cette catégorie de personnes, elle les a chouchoutés jusqu'à ce que l'illusion s'effondre et qu'il n'y ait plus d'argent pour les payer. Donc ils sont aujourd'hui, après quelques décennies d'âge d'or, en première ligne des coupes budgétaires qui visent à rembourser la dette. Voilà. Mais après, on ne va pas les plaindre trop parce que malheureusement, comme les gamins narcissiques qu'ils sont, qui ont été créés par cette classe dirigeante, ils adorent se faire passer pour des victimes en donnant des leçons à la terre entière, mais ils votent quand même Macron à la fin. Donc écoutez, à un moment, voilà. Et bien sûr, dernière catégorie, et pas des moindres, puisque c'est l'autre catégorie fondamentale de la population, qui est localisée donc, dans les campagnes, dans les petites villes, dans la France périphérique. Il s'agit des producteurs et tous ceux qui gravitent dans leur halo de classe. Tous les oubliés de la mondialisation, oubliés du monde politico-médiatique, oubliés jusqu'à ce que les gilets jaunes les remettent sur le devant de la scène et que les dirigeants ne puissent absolument rien faire.
les ouvriers, les artisans, les paysans, tous oubliés du monde moderne, évidemment, sauf lorsqu'il s'agit pour les fonds d'investissement de s'approprier les terres ou pour l'État de venir collecter les impôts. Hein, là, ils savent où ils habitent. Malgré ça, pendant un temps, cette utopie, elle a séduit. Parce que, comme on l'a vu, les biens de consommation, eh bien, ils étaient moins chers. Les politiques de redistribution compensaient les défauts structurels du système et le chômage. Et bien sûr, l'ascension sociale, ou ce qui nous était vendu comme tel, était possible. Elle était possible notamment aux enfants d'ouvriers qui n'iraient plus se casser le dos à l'usine et qui, à défaut d'avoir un travail stimulant, eh bien, pourraient rester assis dans des bureaux toute la journée. Et clairement, c'était mieux que d'aller à la mine, sauf si on considère, si vous demandez aux gens qui travaillaient dans les mines d'uranium dans mon département, ils vous disent que c'était les meilleures années de leur vie, qu'ils étaient super bien traités et qu'ils voudraient en fait qu'il y ait encore ça. Voilà, comme quoi la mine, les mines des années qu'ont vécu les boomers, c'est peut-être pas germinal non plus. Donc comme quoi il y a moyen de faire une production qui soit respectueuse de l'humain, du vivant et de la planète. Au-delà des aspects matériels et concrets, il ne faut pas évidemment oublier la question des représentations qui jouent sur la psyché. Les représentations médiatiques, culturelles, collectives, elles ont permis d'asseoir ce modèle dans l'opinion comme étant merveilleux, désirable et heureux. Et tout le monde a mordu à l'hameçon. Et si vous dites « non, moi j'ai jamais cru à ce rêve-là, même pas un petit peu, même pas sur un aspect », je pense que vous vous mentez à vous-même. Et se dire la vérité à soi-même, c'est la première étape pour comprendre comment on s'est fait enfler et pour s'émanciper. Bref, pendant 50 ans, la production et les producteurs ont été loin des yeux, loin du cœur. Sauf qu'à un moment, cette utopie, elle est devenue une sorte de cauchemar dystopique. Petit à petit, le projet de la classe dirigeante et son organisation sociale sont venus se fracasser contre le mur du réel. Évidemment, déjà, l'abandon de la production a induit une diminution de la richesse nationale, que même les indicateurs comme le PIB ne purent masquer. Parce que moins de production, ça veut dire moins d'argent aussi pour la redistribution. Ça veut donc dire, à un moment donné, quand les marchés financiers ne veulent plus vous prêter, eh bien, il faut prendre plus à certains, ceux qui produisent, ou couper ailleurs. Là, encore sur le budget, qui a priori ne va pas passer, la grande question, est-ce qu'on aura un budget et un Premier ministre même pour Noël? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, Michel Barnier, lui, il a promis 60 milliards d'économies pour 2025, 40 en coupe budgétaire et 20 en hausse d'impôts. Sachant que c'est juste pour 2025, parce que le cercle vicieux, ça va continuer. C'est-à-dire que l'année d'après, il faudra en trouver encore, probablement plus. Voilà, non mais exactement, ça n'aura pas de fin. Et malheureusement, ça synthétise bien le problème, puisque comme on ne produit plus, eh bien la masse de richesse en circulation, elle s'effondre. Donc on a besoin de toujours plus de redistribution pour pallier les conséquences du modèle. Donc on emprunte toujours plus sur les marchés, avec de moins en moins de capacité de remboursement, sachant qu'en plus, ceux qui gagnent de l'argent via les marchés financiers en spéculant sur notre dette et sur nos capacités de remboursement, ce sont aussi les mêmes qui possèdent les moyens de production, donc d'un côté comme d'un autre, on se fait enfler. Par ailleurs, ceux que la classe dirigeante donc, avait dorloté, ses services, sa classe moyenne, et notamment ses fonctionnaires, il y a un moment, il n'y a plus d'argent pour les payer, donc on est obligé d'arrêter de leur faire croire qu'ils sont le centre du monde et on est obligé de les sacrifier, comme c'est arrivé en Grèce suite à la crise financière, où vous avez des fonctionnaires qui sont rentrés dans les salles de classe, dire aux profs, là, il n'y a plus d'argent pour vous payer, vous rentrez chez vous, vous êtes au chômage, au revoir. Ils étaient fonctionnaires, hein. Ça peut arriver en France. Et enfin, la concentration dans les banlieues de populations immigrées sans contrôle, sans politique d'intégration, ça mène à nécessairement de l'insécurité, à de la délinquance, à des tensions communautaires, voire à des actes terroristes. Et tout ça, en fait, ça forme un mur qu'on pourra appeler le mur du réel, qui est actuellement nié par
tous les relais, qu'ils soient médiatiques, intellectuels, culturels ou politiques, de la classe dirigeante. Mais, d'un autre côté, il est aussi vécu de plus en plus directement, très concrètement, par les Français, qui sont de plus en plus nombreux à vivre tout cela, via le chômage, via l'inflation, via l'insécurité ou via les pénuries. Et ça crée une colère et un ressentiment qui ne demandent qu'à exploser. Autre concentration du modèle, le fait que les gagnants du modèle, eh bien, ils ont intérêt à le rester, ils ont intérêt à rester au sommet de l'organisation sociale. Donc ça crée un problème, parce que le statu quo, à cette bourgeoisie financière, ça ne lui convient pas. Elle doit, pour continuer de vivre, accroître toujours plus ses profits. Elle doit donc piller toujours un peu plus loin, que ce soit les pays, les nations, les producteurs ou les richesses. Mais, il y a un mais quand même, il y a une limite, qui est la limite physique, la limite matérielle, que ça soit celle de la Terre, celle des humains, ou les limites concrètes, en fait, qui font qu'à un moment, elle aura pompé jusqu'au fond et que la société dont elle est le parasite va mourir. On en est là. À moins, évidemment, que d'ici là, le rejet de plus en plus massif de ces politiques qui visent à lui permettre la poursuite de son pillage finisse par débarrasser la société de sa domination. À cela, évidemment, on va ajouter les problèmes extérieurs d'une certaine manière, puisqu'ils ne sont pas nationaux, mais ils ont néanmoins été créés par la classe dirigeante elle-même qui a créé ces monstres de Frankenstein. Hein. Je parle évidemment là des pays qui ont accepté de produire, qui ont accepté de récupérer nos usines et le travail qu'il y avait, et nos unités de recherche et développement, et nos savoir-faire, et nos compétences. Ces pays comme la Chine, par exemple, ils vont peut-être pas continuer bien longtemps à accepter de jouer les ateliers du monde. Je vais vous donner juste l'exemple dont on se souvient tous d'une certaine pandémie où le Parti communiste chinois a décrété que finalement les masques et les équipements de protection fabriqués en Chine jusque-là, eh bien ils allaient les garder pour eux parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Et nos soignants se sont retrouvés avec des sacs poubelles pendant une pandémie. C'est une conséquence concrète du fait de ne plus rien produire en France. Dans cette même idée, de toute façon, l'essor des BRICS, dont les politiques économiques conquérantes vis-à-vis de l'Occident, dont elles ont donc récupéré les usines et le savoir-faire, peuvent désormais se permettre de refuser de jouer le jeu de la mondialisation, en fait. Elles ont récupéré, elles ont raflé la mise, elles ont récupéré la main, et puis maintenant elles peuvent dire le jeu se termine, c'est fini, c'est la démondialisation. Et les tensions géopolitiques liées à cette fin de la mondialisation, je ne vous refais pas tout le truc sur la guerre en Ukraine, qui est quand même essentiellement une guerre liée aux ressources, notamment à la production de blé, puisque en Ukraine, Larry Fink, patron de BlackRock, est techniquement, si on remonte, propriétaire de 2/3 des terres ukrainiennes. Il y a peut-être un lien avec le fait que l'Occident ne veuille pas lâcher l'Ukraine. Dans tous les cas, l'utopie de la finance mondiale, même pour elle, ça commence à pas sentir très bon et à ressembler à son cauchemar. Donc on arrive à un point de rupture, à une fracture irréconciliable entre deux groupes. D'un côté, une classe dirigeante dont l'intérêt est de se maintenir au pouvoir au détriment des intérêts de la France, au détriment de sa capacité à produire selon les besoins de ses habitants. Elle a donc un intérêt qui est opposé à celui de la France, parce que si la bourgeoisie financière vit, eh bien, ça implique à plus ou moins court terme la mort de la France. Et je parle de mort physique et réelle et très concrète, encore une fois, pas d'un idéal culturel, même si ça va avec. Et d'un autre côté, les producteurs, qui jusqu'ici étaient les grands perdants de ce modèle depuis plusieurs décennies. Les artisans, les ouvriers, les paysans, tous les petits patrons qui se retrouvent dans l'arène de la libre circulation avec au pied le boulet des prélèvements obligatoires qui sont accessoirement de plus en plus importants pour pallier les dysfonctionnements du modèle. Et
ces producteurs, ils ont intérêt à ce que la pression fiscale qui pèse sur eux, elle diminue, à être protégés de la concurrence déloyale, de manière à pouvoir faire en paix leur travail, qui est produire la nourriture, l'énergie, les biens de toutes sortes qui permettent de faire vivre la France. On se retrouve donc avec deux groupes aux intérêts frontalement opposés. L'un dont l'intérêt est contraire à l'intérêt de la France et mène à sa destruction, et l'autre dont l'intérêt, au contraire, converge avec celui de la nation française. Le problème, c'est que ce sont les premiers qui dirigent et qui gouvernent aujourd'hui, et que tant qu'ils continuent de diriger, eh bien, les choses ne peuvent qu'empirer. Les intérêts de la survie de la France sont donc incompatibles avec la survie de sa classe dirigeante. Je vais vous laisser digérer un peu ça, parce que... Voilà. La seule issue, en fait, aujourd'hui, si la France veut survivre, c'est de bâtir un nouveau contrat social, comme ça a été le cas au sortir de la guerre. Mais ce nouveau contrat social, ça ne doit pas être n'importe lequel, il doit être centré sur la production, comme priorité pour répondre aux besoins de la France, avec les producteurs et leurs besoins comme priorité nationale. C'est un vaste programme que je ne vais pas détailler, mais c'est le sujet du dernier chapitre du livre. Le chapitre en question s'appelle « De la sueur, du sang et des larmes ». Hein. Donc voilà, on va essayer de ne pas être naïf sur ce qui arrive. Mais bref, voilà ce qu'on trouve quand on cherche à comprendre comment on en est arrivé au merdier dans lequel on est. Des explications satisfaisantes, à défaut d'être très agréables à entendre, mais qui pointent dans une direction positive, en tout cas beaucoup plus positive que ce à quoi il nous est permis d'espérer. Alors, évidemment, mon travail depuis presque 10 ans, mais c'est de partager cela, c'est de donner du sens à ce qui se passe. Donc, évidemment, de la même manière que je n'ai pas pu tout dire là au cours de cette conférence, il a fallu, je ne pouvais pas tout dire en vidéo, donc il a fallu l'écrire. Et puis en plus, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc je me suis dit, oui, il faut l'écrire. Et puis, évidemment, il y a des éditeurs qui vont publier ça. Voilà. Non, mais vous, ça vous fait rire. Moi, sur le moment, je me suis dit, il n'y a aucun problème. Quelle naïveté. Ils m'ont tous dit, ouais, super idée, pas de problème. Même un qui m'avait édité il y a quelques années, pour ceux qui ont suivi le bouquin avec Greg Tabibian, je suis pas content, etc. Donc c'est les éditions Plomb, qui m'ont dit, ouais, pas de problème, on vous édite, voilà. A priori, pour moi, il n'y a pas de problème, 300 000 abonnés, ça va se vendre, il n'y a pas de souci. S'il y avait un problème, c'est que le gars n'avait pas fini de lire le manuscrit. Et quand il a vu le manuscrit, il a fait non, politiquement, c'est trop controversé pour moi. Je veux pas publier ça, c'est pas possible. Bon, ok, on fait le tour des autres éditeurs. La plupart répondent pas, disent non. Il y en a un qui me dit non, mais nous, on publie pas d'essais politiques. Je vais voir sur leur site, c'est écrit, nous sommes une maison d'édition, nous publions des essais. Ah, d'accord. Bon courage quand même. Et encore un autre qui se targue d'ailleurs de publier des voix dissidentes, qui me dit non, mais c'est très bien écrit, c'est très bien argumenté, mais vos propos quand même, ça relève presque de la guerre civile et ça me heurte. Si vous saviez le nom de cette maison d'édition en plus, non, je ne vais pas vous le dire parce que, disons que s'il y a une ironie dans le fait qu'ils sont choqués par des propos relevant de la guerre civile, je vous laisse déduire. Voilà, donc ça c'était pour les éditeurs. Donc on s'est dit, oulala, bon, il va falloir se débrouiller par nous-mêmes, mais en même temps, c'est ce qu'on fait depuis 10 ans. Depuis qu'on est parti des partis et de la politique, en fait, les seules choses qu'on doit, c'est à vous, c'est à notre public, et c'est pas finalement aux institutions ou aux agents de la classe dirigeante. Et d'ailleurs, c'est ça qui les emmerde. Et ça les a tellement emmerdés que... alors, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les histoires, mais on a eu des petits problèmes avec la Poste. Voilà.
Donc c'est-à-dire qu'on a fait un financement participatif. Hein, donc merci d'ailleurs à tous ceux qui avaient précommandé le livre et qui avaient permis d'en financer l'impression, hein, parce que l'argent c'est quand même le nerf de la guerre. Et que sans votre patience et vos commandes, vos précommandes, on n'aurait jamais pu faire ce livre. Mais il se trouve qu'on avait un contrat avec une petite maison d'édition, en fait, un contrat pour la Poste. Je vous passe les détails de la Poste qui voit 5000 envois. Non, les contrats professionnels, non, on ne fait pas. Vous êtes obligé d'envoyer les livres à 10 € chaque livre. Pardon. Pardon. Le livre coûte 20 balles. Ça paraît quand même compliqué de faire des frais de port à 10 € par bouquin. Voilà. Donc on s'était arrangé avec une petite maison d'édition qui avait un contrat à 3,50 € l'envoi par livre. Donc fois 5000, hein, ça chiffre quand même. Mais voilà, ça restait des tarifs raisonnables. Et la Poste devait passer chercher tous ces livres, ces 5000 envois, chez nous, le vendredi 21 juin. Et il se trouve que le mercredi 19 juin, donc l'avant-veille du jour où la Poste devait venir les chercher, le patron de cette petite maison d'édition, que je salue au passage et que je remercie pour tout ce qu'il a fait, et je suis désolée aussi pour ce qui lui est arrivé, il m'appelle et il me dit « Tatiana, tu as parlé à la Poste. J'ai eu un appel d'un cadre de la Poste qui me dit « Qu'est-ce que c'est que ce livre controversé? Qu'est-ce que c'est que cette youtubeuse politique? Nani, nana. » Voilà. Et qui leur a annulé leur contrat. Sauf qu'ils avaient quelques centaines de livres en cours d'envoi. Donc ils leur ont bloqué leurs bouquins sur les plateformes en leur disant « Non, mais en fait, votre offre, elle ne tient plus. On vous multiplie les frais par 2. » Voilà. Des pressions politiques sur la Poste et de la part de la Poste, je vous avoue qu'on s'y attendait pas quand même, hein, parce qu'il y a le côté, ok, on est naïf à se dire que les éditeurs vont accepter de publier un livre qui dit qu'il faut les dézinguer parce que c'est des parasites, d'accord, mais le service public, bon. Donc ce qu'on a fait, c'est que il se trouve que c'est un ami qui m'a appelé en fait pendant cette conversation au téléphone, et je lui ai envoyé un SMS en lui disant « Écoute, je suis en train de gérer une grosse situation de crise, je vais devoir te rappeler. » Et il me dit « Oh, mais tu sais, je sais pas ce que c'est, mais si jamais tu as besoin, moi, en ce moment, je travaille pas parce que je travaille dehors, il est producteur d'ailleurs, et en ce moment, il pleut trop. » Parce qu'en Limousin, il pleut beaucoup, pour que je puisse travailler. Donc là, si tu veux, ces jours-ci, je suis dispo. Et j'ai une camionnette. Qu'est-ce que tu fais demain matin à 7 h? Et bien, demain matin à 7 h, le copain il est venu avec sa camionnette. Alors on n'a pas pu mettre les 5000 envois d'un coup, parce que ça faisait quand même 2 tonnes de livres, et qu'il fallait un poids lourd et un permis poids lourd, qu'aucun d'entre nous n'avait. Mais on a fait, du coup, on a passé la soirée du mercredi à imprimer 30 000 € de timbres, à les coller sur toutes les étiquettes sur toutes les enveloppes, pour que les trucs soient prêts à partir et qu'on puisse les amener dans des centres de tri de la Poste. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on les a dispatchés dans 3 départements différents, de manière à ce que, bon, on ne sait jamais, 400 envois par-ci, 800 envois par-là, encore 500 par un autre côté. On s'est dit, comme ça va passer. En plus, on était juste avant les élections législatives anticipées, donc c'était complètement le bordel dans les centres de tri. Heureusement qu'on avait les caisses de la Poste, parce que sinon, les envois ne seraient jamais partis. Donc voilà. Voilà ce qui s'est passé. Ok, je ne m'attendais pas à tout ça. Donc à nouveau, je voudrais juste vraiment remercier tous les gens qui avaient précommandé le bouquin avant avril et qui avaient accepté d'attendre un petit peu, parce qu'effectivement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Quand on n'est pas une maison d'édition bien implantée, il faut trouver des financements. Je voudrais remercier aussi particulièrement Tommy, mon fiancé, qui est assis juste là-bas, et qui, vous voyez, c'est le destin, a une formation d'éditeur. Et il s'en était jamais servi. Donc du coup, ça a été l'occasion de faire le boulot. Voilà, donc on a édité nous-mêmes de A à Z le bouquin. Et finalement, c'est presque plus sympa de se dire qu'on l'a fait avec des milliers de personnes que d'avoir délégué tout ce truc-là à
des agents du système. Donc finalement, en fait, c'était un mal pour un bien. Ceci dit, quand même, c'est assez incroyable qu'il y ait autant de structures, parce que je vous ai passé les histoires avec les distributeurs qui me disent non, on ne peut pas stocker les livres dans un entrepôt et les mettre dans des cartons parce que c'est trop marxiste pour nous. Déjà, en plus, dans la mesure où je me fais traiter de fasciste toutes les semaines, je vous avoue que ça manque pas de sel de se faire refuser par un distributeur parce qu'on est trop marxiste. Ben, enfin, bon, passons. Donc, beaucoup de peine, beaucoup de mal pour empêcher un livre précommandé à 5000 exemplaires. Enfin, je veux dire, on est des milliers, c'est exceptionnel, c'est très important, c'est beaucoup plus que Bruno Le Maire. N'empêche que c'est pas le best-seller de l'année non plus, il faut pas exagérer. Donc je me suis demandé pourquoi est-ce qu'ils se sont donné autant de mal. En fait, la réponse me paraît aujourd'hui assez simple, c'est qu'il doit contenir au moins une part de vérité. Et que la vérité, quand on vit dans une époque bâtie sur des illusions, elle a un pouvoir extraordinaire. Et je vous renvoie à la citation très fameuse de George Orwell qui dit qu'en des temps de mensonges universels, dire la vérité, c'est un acte révolutionnaire. Et c'est peut-être un peu ça. Admettre que la seule issue aujourd'hui serait de construire une société autour de la production et des producteurs, dans l'intérêt général, dans l'intérêt de la France, eh bien c'est en creux annoncer à la face du monde que non seulement la classe dirigeante et ses agents ne servent à rien, mais qu'en plus ce sont des parasites dont l'intérêt s'oppose frontalement au nôtre, à celui de la nation française, cette nation qui, assemblée, n'a d'ordre à recevoir de personne, selon ses propres mythes. Et pour eux, tout cela, c'est irrecevable parce que c'est vrai. Il n'y a point de salut pour nous tant qu'ils dirigent. Et leur pouvoir, il tient précisément dans le fait qu'ils ont eu la capacité de nous faire croire qu'on avait besoin d'eux pour nous diriger. Et pire encore, que l'organisation sociale qui est bonne pour eux, elle était aussi bonne pour nous, alors qu'elle est en train de causer notre mort pure et simple. Et évidemment, si un petit livre, même à 5000 exemplaires, se permet de révéler cette imposture au grand jour, et comment ils en sont arrivés là, bah, ils sont finis. Et ce qui se passe en fait, c'est que ça arrive dans un contexte où ils sentent, ils le savent, que leur temps est presque révolu, mais ils s'accrochent pour pouvoir tenir un jour de plus. Et si pour cela, pour empêcher l'effondrement de leur classe, ils doivent nous faire mourir jusqu'au dernier, ils le feront. Ici, ils coupent le plus de bois possible. Là-bas, ils installent le plus possible de panneaux solaires et d'éoliennes qui ne sont que des machines à cash et pas à produire de l'électricité. Ils essayent de ramasser tout ce qu'ils peuvent en fait avant la fin programmée de leur monde, de rafler le plus possible de subventions et donc le plus possible de richesses issues de la production, prise aux producteurs. Et ils nous arrachent avec la fureur de celui qui se sait condamné le peu qui va rester. Le truc, c'est que les mouvements de l'histoire font qu'ils peuvent essayer de détruire jusqu'à l'idée du besoin de production. Ils viendront dans tous les cas se fracasser contre le mur du réel. Parce que les nations qui ne produisent pas ce dont elles ont besoin sont tout bonnement condamnées. Les producteurs qu'ils ont voulu faire disparaître, ils sont encore là, ils ont survécu. Et contre toute attente, eh bien, ils sont encore là, à porter la France à bout de bras, malgré ce qu'on leur fait subir. Et aujourd'hui même, à la minute où je vous parle, il y a des agriculteurs dehors, là, en train de démontrer à la face du monde qu'ils sont indispensables. Victor Hugo disait « Rien n'arrête une idée dont le temps est venu », sauf qu'ici-bas, on ne vit pas d'idées. Ce sont les conditions matérielles d'existence qui forgent le monde. Il ne s'agit donc pas ici d'une simple idée, il s'agit d'un mécanisme historique très concret qui repose sur l'instinct de survie, sur la force, sur la capacité d'adaptation, aussi bien au niveau individuel que collectif. Sous la férule d'une classe dirigeante dégénérée, les producteurs, ils ont appris à survivre. Ils ont disparu des radars, mais en silence, ils ont développé des compétences, une résilience, une capacité d'adaptation que la classe dirigeante n'a plus. Alors, selon les lois de la nature, le groupe le plus puissant et le plus indispensable à la société a vocation, tôt ou tard, à devenir le groupe dominant. Tout indique donc que le moment des producteurs arrive à grands pas.
Et aucune idéologie, aucune censure, aucune tentative d'oblitérer cette réalité dans les récits ne peut rien contre ce réel. Le choix, il est très simple aujourd'hui, mais il est terrible, la production ou la mort. Le reste appartient bien sûr à l'histoire, mais c'est à la France et surtout à ses producteurs de l'écrire. Je vous remercie.